Bon, alors l'objectif de cette présentation, en fait, c'est de vous présenter la petite révolution qu'il y a, enfin, depuis un petit moment déjà, mais autour des SAP et autour des évolutions des environnements SAP, notamment ECC traditionnels. Okay. Vers la partie migration vers S4. Ça, c'est plutôt, ça s'accélère lié au fait qu'il y a une fin de maintenance en 2027 sur l'environnement traditionnel ECC et avec le discours des SAP sur la modernisation des ERP. Donc aujourd'hui, ils considèrent que l'ECC, c'est monolithique, c'est old school. Que ça répond plus vraiment aux demandes du marché, à l'agilité, des innovations, l'IA. Et donc, c'est pour ça que qu'IBM s'est enfin mis dans la boucle. Très tard, mais ça bouge pas. Donc, cette phrase, elle est assez simple. C'est pourquoi Rise et qu'est-ce que c'est Rise, en fait, et pourquoi Rise sur PowerVS, donc sur IBM Cloud et PowerVS. Et derrière, tous les workloads qu'on peut rajouter choisi, donc IBM Cloud en l'occurrence. Et là, nous avons quelqu'un d'IBM Cloud qui nous en parlera avec brio. Je sais pas comment. Donc voilà, bon, Rise. Alors pourquoi Rise? Donc, c'est quelques slides, c'est des slides plutôt SAP qui présentent un petit peu, ce sont les slides qui présentent aux clients. Alors, petite partie des slides, ils ont une approche un peu différente, mais pour expliquer aux clients pourquoi il ne faut pas rester sur un environnement on-prem qui est monolithique, qui ne va pas évoluer facilement, avec ce qu'ont toujours fait les clients SAP, à savoir customiser, développer sur l'environnement ECC. Et donc, ensuite, pour les évolutions, elles sont par à coup, elles sont complexes, puisqu'il faut reprendre tout ce qui a été customisé, qui ne passe pas toujours de la façon. Après. Et donc, pourquoi il est important de partir vers le cloud dans une optique d'avoir un ERP Core simplifié, très standard, et de gérer les évolutions avec des solutions externes. Donc, bon, les messages des SAP, c'est classique, hein, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes sur des systèmes qui sont monolithiques, hein, en silo, enfin, ce que je viens de dire, hein, en silo, peu évolutif, il est complexe d'apporter des évolutions, versus le cloud, où vous avez un certain nombre d'outils qui vont vous permettre d'innover et d'être assez dynamique dans les évolutions et répondre au business plus facilement en apportant des modifications rapides sur les environnements métiers. Donc Rise, quand on parle de Rise, en fait, ce n'est pas un produit, c'est un projet, en fait, c'est une évolution. Il n'y a pas de produit. Donc, en fait, quelque part, quand on parle de Rise, on parle d'un produit en fait, qui est au centre, hein, qui est le cloud ERP, donc c'est du S4HANA, donc c'est des évolutions de l'ECC ou d'autres modules hein, qu'on peut avoir. Et c'est surtout un service d'accompagnement et des outils qui sont fournis par SAP pour faire cette transition de ECC vers S4. Parce que ECC, pour ceux qui ne connaissent pas bien SAP, c'est un produit. S4, c'est l'évolution naturelle de ECC. Par contre, ce n'est pas juste un upgrade. C'est plus que ça, ça demande un travail assez important sur la partie ECC, surtout si on a fait énormément de modifications sur le code ou sur les données, etc. Donc, on est plus dans une évolution du SI, donc où on va remettre à plat les process métiers
retravailler le code et retravailler les données. Donc, du coup, dans les déploiements, on va avoir 3 types de déploiements, en fait. C'est ce qu'on appelle le greenfield, le bluefield et le brownfield. Et il y a beaucoup de clients qui vont partir sur du greenfield, qui vont en profiter pour partir de zéro. Donc, installer un S4 et faire comme si changeait carrément d'outil, enfin de RP. Donc, ils vont remettre à plat les process métiers et ils vont faire de la migration de données, des master data, de façon ensuite à repartir sur un système complètement nouveau et propre. L'autre méthode, c'est le brownfield, c'est-à-dire si j'ai fait peu de modifications, en fait, je peux travailler en gardant le même environnement que je vais déployer de l'autre côté et sur lequel je vais faire le minimum de modifications nécessaires pour adapter mon code et adapter mes données. Donc SAP en profite aussi pour demander aux clients de réduire la taille des données, de supprimer les données qui ne sont pas utilisées. Bon, il y a un certain nombre d'outils qui permettent de faire ça, qui aident les clients à faire ça. Donc l'objectif, voilà, c'est de partir donc, vers ce nouvel environnement qui va être dans le cloud et dont SAP va fournir ensuite un certain nombre d'outils supplémentaires sur la partie IA. Donc l'IA côté SAP s'appelle Joule et avec un certain nombre d'autres outils pour la gestion des données aussi, de façon à, je vais vous présenter après, hein, donc travailler sur les datas en fait, pour avoir des datas propres et cohérentes et pour pouvoir les attaquer avec de l'IA derrière et améliorer les process métiers. Donc, par contre, quand vous avez votre ERP, l'ancien ECC, que vous avez migré sur S4, ou même, parce qu'en fait, il y a deux façons de migrer. Les contrats RISE, c'est entre 5 et 7 ans. Moi, en France, en tout cas, j'ai vu que des contrats à 7 ans. Et je ne sais pas, Florence, toi, tu as vu d'autres types de contrats? Moi, c'est toujours 7 que j'ai vu. 5 ou 7. Et donc, vous avez deux façons de faire. Vous pouvez faire du lift and shift, c'est-à-dire que vous prenez votre existant, vous le mettez dans le cloud, et ensuite vous travaillez vos projets de migration. Une fois que vous avez migré dans le cloud SAP, ou vous faites votre migration d'entrée, c'est-à-dire que vous allez commencer à déployer, vous allez garder vos systèmes ECC chez vous, et vous allez déployer des nouveaux environnements dans RISE, dans le cloud, hein, chez Hyperscaler, et vous allez faire votre projet de migration dans la durée et monter en puissance jusqu'à démarrer en prod directement dans le cloud. Donc, il y a deux façons de faire. Par contre, une fois que vous êtes dans le cloud géré par SAP, vous avez toute votre couche, donc toute cette partie-là en bleu foncé, là, qui est gérée uniquement par SAP. Donc, l'infrastructure, elle va être gérée par l'hyperviseur, par l'hyperscaler. Donc, aujourd'hui, en Europe, en France, il y en a 4 essentiellement. Hein, alors, il y a SAP aussi, c'est vrai. Donc, cette partie-là, elle est gérée par l'hyperscaler, mais sous la responsabilité des SAP. Et SAP va gérer ensuite toutes les couches jusqu'à operating system, base de données, installation des applications, le management et la gestion des produits au niveau OS, le patching et un certain nombre de choses. Et côté base de données ANA, côté ANA et côté applicatif SAP, il va gérer le mandant 0, donc un mandant technique, on va dire. Et ensuite, vous avez d'autres types de mandants, en fait, ce qu'on appelle clients, là, qui sont l'entité logique dans la base de données gérée par le client, pour le coup. Donc, c'est le déploiement, le métier du client. Voilà. Et après, au-dessus,
C'est-à-dire qu'à partir de ce mandant business et toute la partie fonctionnelle, la TMA, tous ces trucs-là, c'est de la responsabilité du client. Donc le client, il choisit s'il l'a fait lui, s'il utilise un intégrateur, il travaille avec qui il veut. Vous oubliez ? User management aussi, qui reste côté. Qui reste côté client aussi. Oui, exact. Ouais, user management côté applicatif. Exactement. OK. Alors, donc SAP, ils vont présenter ce type de slide. L'objectif, c'est d'arriver au truc qui est là-haut. Et ce qui est là-haut, vous avez plusieurs choses. Donc, vous avez ici, c'est le RP, le cloud ERP. Donc, ça, c'est le fameux système ECC, le RP que vous avez migré vers ce qu'on appelle S4HANA, donc une nouvelle solution. Et pendant la phase de migration, il y a un process qui s'appelle le Clean Core, où SAP vous demande de faire vraiment du ménage, de réduire les données, de travailler sur les programmes et de revenir le plus possible aux standards SAP. Et derrière, vous avez donc les fameuses extensions qui sont ou des extensions natives dans le produit ou des extensions qui sont à l'extérieur du produit. À savoir, fournies par la plateforme. Ici, vous avez une plateforme qui s'appelle, on appelle ça le BTP, donc Business Technology Platform, qui est quelque part un framework de développement et dans lequel SAP maintenant fournit tous les nouveaux services à travers cette plateforme. Donc aujourd'hui, vous avez un truc qui s'appelle Discovery, le BTP, là, et vous avez des centaines de services qui sont disponibles pour travailler et attaquer les SAP. Et au milieu, là, vous avez un truc qui s'appelle Business Data Cloud. C'est la partie qui va servir à la gestion des données, à l'unification des données. Donc, on travaille sur les données pour permettre à la partie qui est violette en haut d'utiliser l'IA qui va être fournie par SAP, donc la partie Joule, ou par des partenaires. À savoir que ici, dans le BTP, vous avez des services SAP essentiellement, mais beaucoup de services qui sont fournis par des partenaires. Donc, vous pouvez très bien aller développer des services là-dedans et ensuite les mettre à la disposition des clients. Et donc, pour arriver là, donc ça c'est la destination, hein, fameux là-bas. Derrière, il y a deux façons d'y aller. Il y a RISE. Donc ça, c'est ce que vous allez l'entendre aussi sous forme de cloud de RP private. Donc RISE, c'est du privé. Et il y a GROW, qui est l'autre truc qui est dessous, qui est, qu'on l'entend aussi, enfin, qui sous forme de cloud de RP public. Donc GROW, en fait, c'est du S4, mais en mode SaaS. S4 Lite. S4 Lite. Hein. Mais en mode SaaS, c'est-à-dire qu'on consomme, mais par contre, on ne peut pas faire ce qu'on veut sur cet environnement. On est vraiment en mode je consomme. Et ensuite, il y a les fameux 3 layers importants pour SAP, qui sont ici les applis. Alors là, ça c'est du private ou du public. Ici, eux, ils mettent tout leur SuccessFactors, Ariba, tous les produits en mode SaaS qu'ils sont en train de déployer. Et c'est la tendance des SAP, c'est-à-dire que pourquoi ils veulent qu'on soit sur un cloud ERP très propre, très standard, parce qu'à la limite, s'ils peuvent vous faire basculer vers un gros, et derrière, toutes les évolutions, en fait, elles vont beaucoup se faire sur le BTP ou sur des offres en mode SaaS spécialisées. Donc, pour les fournisseurs, ils ont une appli spéciale. Pour la partie RH, ils auront aussi une autre appli en mode SaaS. Et donc, maintenant, ils ont tendance à déployer des solutions en mode SaaS quand elles sont très spécialisées. Et donc, derrière, là, vous avez cette fameuse couche SAP Business Data Cloud qui, elle, va porter un certain nombre d'outils
Donc là-dedans, il peut y avoir un data warehouse type BW. Vous avez un certain nombre d'outils qui tournent sur la plateforme BTP. Ça, c'est sur le BTP, en fait. Et ces outils vont vous permettre de faire de l'extraction de données, de la réplication de données. Et ensuite, il y a un certain nombre d'outils fournis pour améliorer les métadatas des données, pour mettre en langage texte classique pour identifier les données. De façon, après, il y a du Databricks pour travailler sur les données. Enfin, l'objectif derrière, c'est de mettre à disposition des données propres, identifiables textuellement, pour que les outils de type AI derrière puissent les utiliser de façon simplifiée dans les applications. C'est clair là ou... Bon, ça c'est ce que je viens de vous dire en fait, hein. Donc je ne vais pas répéter. Ça c'est le BTP par exemple. Donc c'est un exemple de service, hein. Il y en a beaucoup plus. Mais donc dans cet environnement, alors le BTP c'est du cloud public. C'est un environnement qui tourne chez les hyperscalers. Mais il est public en fait. Quelque part, on va accéder à un service. On ne sait pas trop. Enfin, on peut décider sur quel hyperscaler on veut le faire tourner. À partir du moment où l'hyperscaler en question le fasse tourner, parce que tous les hyperscalers ne font pas tourner tous les services du BTP. Donc derrière, il y a une connexion sécurisée. Enfin, il y a un connecteur exprès. Hein. Et derrière, vous avez une panoplie de services. Donc, vous avez des types de services différents. Mais il faut savoir que SAP positionne le BTP comme l'outil pour faire évoluer les applications. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus toucher au corps modèle. Celui-là, ils vont le faire évoluer de façon très lente. Et par contre, ils vont travailler sur toute la partie périphérique pour faire pour la partie IA. Ça c'est utilisé dans le BDC, donc dans la partie data, par exemple, le DataSphere, pour travailler sur les données et sur les synchronisations, les réplications. Voilà. Ça partie SAP Analytics Cloud, ça fait partie du BDC aussi. Voilà, il y a un certain nombre d'outils qui sont utilisés pour travailler sur les extensions en fait de la partie SAP. Donc, pour en arriver là, SAP a mis... Donc, on travaille sur des principes, le Clean Core. Ça, c'est vraiment le mindset. Faites le ménage. Le BTP. Et puis, cette suite d'outils pour accompagner les clients sur la transformation. Donc, après, vous avez ces outils-là. Ça c'est plutôt un outil d'entreprise d'architecture, en fait. Ici, Synavio, c'est pour la partie définition des process métiers. Alors, Workbee, j'ai oublié. C'est de l'aide, c'est de l'aide en ligne pour les utilisateurs, en fait. Donc, l'utilisateur, il est sur un menu, il est sur un écran, il veut, je sais pas, passer une commande, il ne sait pas faire, il va demander. Et ici, il y a un certain nombre de vidéos ou de systèmes qui permettent de montrer à l'utilisateur comment aller au bout de sa commande, par exemple. La partie Cloud LLM pour la partie monitoring et très Sentis pour la partie testing automatique. Et SAP Formi, j'ai oublié ce que c'est. Tu vois, tu sais, non? Donc, tous ces outils, enfin, Linux, Synavio, ALM, ceux-là, ils sont dans le contrat RISE. C'est-à-dire que quand le client il paye pour aller dans RISE, il va avoir ces outils mis à disposition. En fait, pas 100% de l'outil, mais une bonne partie quand même, qui va lui permettre justement de faire son assessment pour savoir d'où il part.
vers où il veut aller, travailler ses process métiers, s'il fait une refonte complète du truc, donc il faut qu'il retravaille ses process métiers, derrière qu'il aligne son architecture. Donc tous ces outils sont fournis dans le contrat RISE. Alors, pourquoi Power VS, hein? Alors parce que le Power, il tourne du SAP depuis un paquet de temps. Alors, ça fait pas 50 ans qu'il en tourne, mais ouais, quoique, hein, il a commencé sur le mainframe. Oui, il y avait R1, R2. 92 de Power. Exactement. 92 Power, oui. Donc, bon, ça fait très longtemps qu'on tourne du SAP sur Power. Enfin, la plateforme a toujours été quand même au-dessus des plateformes Intel pour faire tourner du Power. Et bon, il y a eu une opération assez forte entre IBM et SAP depuis un paquet d'années. Donc en juillet, on a annoncé la partie RISE sur Power VS. Donc avant, on pouvait faire du RISE, si je ne dis pas de bêtises, mais un mode premium, avec IBM Consulting, il y avait eu un package. Donc on pouvait le faire dans IBM Cloud. Et par contre, c'était sur du x86, je pense. Enfin, je ne suis pas sûr qu'il y avait le Power VS à l'époque. Et depuis juillet, on a annoncé le RISE sur IBM Cloud, sur la plateforme Power VS. Donc ça veut dire que l'ensemble des workloads SAP, elles vont tourner sur du Power, à savoir la base de données et aussi les applications serveurs. Après, l'offre, elle inclut donc la partie Power, mais elle inclut aussi, s'il y a des composants qui ne tournent pas sur Power, donc ils vont tourner sur du x86, sur la partie VPC, IBM Cloud. Il y a les web dispatchers, ils tournent sur la partie VPC ou des trucs comme ça. Mais sinon, voilà, l'offre, elle est essentiellement Power. Alors, le faster time to value, ça, c'est vrai pour les gens qui sont déjà sur Power. À savoir, comme ils ont déjà un environnement Power, quand ils vont migrer dans le cloud Power, ils ont un système qu'ils maîtrisent déjà, des outils qu'ils maîtrisent, des métriques qu'ils maîtrisent. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ce qui a été montré surtout par le cas IBM, puisque nous, on a migré il n'y a pas très longtemps l'ensemble de notre système sur la partie RISE. Et c'est que sur toutes les workloads qui tournaient déjà sur du Power, quand on est passé de l'autre côté, la partie test et validation a été accélérée dans cet ordre-là. On parle de ECC ou on parle de Sapana? La bascule de ECC vers Sapana. D'accord. Donc, s'il est en ECC Power, ça lui facilite le passage en Sapana Power. Alors, pourquoi? Parce Sapana, que... c'est ECC, S4, Sapana, c'est que la base de données. Hein. Oui, c'est S4. Oui, mais tout le monde fait la même... J'ai compris. Sapana, c'est une base de données. ECC fonctionne sur Sapana. ECC fonctionne sur Oracle et sur DB2. Par contre, S4 ne fonctionne que sur la base de données Sapana. Donc, la migration, c'est laquelle? C'est celle. C'est ça vers S4. C'est un ECC B2 qui va vers un S4. En fait, si vous avez des workloads déjà sur Power ou que vous maîtrisez, enfin, alors c'est vrai que quand on fait la migration vers du S4, par exemple, on va changer la base de données, surtout si on n'était pas déjà sur ANA. Et on va changer l'appli. Donc, effectivement, on peut se poser la question. Mais c'est pour ça qu'ils disent que bon, moi, les chiffres, j'ai toujours un doute. Non, mais le truc, c'est de migrer un ECC Power vers RISE, mais en même type de matériel, même type de. Voilà, ça permet de faire un lift and shift. Si on fait un lift and shift, on se retrouve avec la même chose, mais déplacé de l'autre côté. Et donc là, c'est clair que c'est plus facile.
au niveau du test, on sait à quoi s'attendre, on sait que nos AS ils sont bien taillés, on sait un certain nombre de choses. C'est assez facile. Après, quand on transforme complètement, de toute façon, il y a tellement de changements que c'est pour ça que ces chiffres-là, je dis, c'est que pour les gens qui font du power et ça dépend des cas. Qu'est-ce qui est conseillé pour passer d'un ECC6 DB2 à une PMI, par exemple, à S4HANA? C'est d'abord faire le CC6 sur HANA et ensuite de migrer vers S4? Bon. Pas le faire en une étape, autant faire. Si vous êtes, alors je sais pas, mais si vous êtes déjà, enfin si vous êtes là et que vous êtes sur votre projet en disant je vais aller sur S4, sur Rail, Oui, c'est ça. je pense que c'est, vous pouvez y aller quoi. Enfin, vous pouvez faire la migration directement vers S4. C'est déjà, de toute façon c'est un projet en soi, donc vous allez devoir faire tous les tests, il va changer. Migrer, donc sur IBMI, de toute façon, ANA, ça ne tourne pas. Donc ça veut dire que vous passez sur un Linux, vous allez. Quand on dit Power, c'est Power sur Linux. Oui. ANA, SUSE, Red Hat. Red Hat ou SUSE, il y a les deux. Oui, alors donc, quand on vient du monde IBMI, de toute façon, c'est une transformation complète. Donc, Il y en a encore qui ont SAP sur IBMI? Oui. Ah ouais? Je crois. Ils veulent pas le quitter. On en connaît. Des gros, hein, même. Ah, même des gros, hein. Même des gros. Ah bon? On a les longs. Ils font du fromage. Donc voilà, donc c'est le monde IBMI. C'est une question. Non, mais vous avez raison. Hein, mais, Après, ça dépend. Là, Si tu fais du greenfield, tu changes de solution, puis c'est tout. Tu changes de solution. oui, alors c'est vrai qu'un brownfield, sur IBMI. je crois, enfin, Ouais, TF16, hein. oui, en plus. Unicode. C'était surtout ça. Ils sont pas Unicode sur Si, ils sont IBMI? Unicode. Ah, Ça, ils TF16. ont Oracle. IBM, on était DB2. Il ne faut pas déconner DB2, non plus. ouais. IBM, effectivement, le code tout cache, toute la partie SAP d'IBM était posée sur DB2. Voilà, donc c'est pas C'était quoi, XDB2? c'est pas toujours tout gris, tout bleu. Enfin, ça va dépendre d'où on vient, vers où on va et le chemin qu'on choisit. Donc, en fait, il y a tellement de paramètres. Et puis surtout, est-ce qu'on a vraiment modifié S'il y a beaucoup de spécifiques, j'imagine que ça ne se fait pas tout seul. s'il y a beaucoup de spécifiques? En général, les gens, si je ne dis pas de bêtises, Tout réécrire. ils repartent vers du green. Du greenfield. Greenfield. Parce qu'ils se disent la charge de travail est tellement énorme pour faire la migration que autant remettre à plat les process et en profiter pour vraiment partir à Change de produit, quoi. En fait, il y a un outil que tu fais tourner avant qui va prendre tout ton code et qui te dit le pourcentage de travail que tu vas avoir. Donc, avant de décider comment tu fais tourner l'outil sur ton application, ça te sort un paquet de 100 et quelques pages disant tel endroit vous avez fait ceci, celui-là. Et donc, voilà, il y a des outils. Donc ça, c'est la partie assessment. Je vous dis là, avant de comment. Ça, c'est vraiment fait en amont. Alors, c'est pour ça que quand on parle des projets, le projet du Move, il peut être rapide, hein, mais le projet de migration, on part toujours entre 12 et 24 mois. Ah oui, il faut voir les métiers. Alors, ça dépend, et ça dépend du niveau de modifications qui ont été faites sur le système. Effectivement, donc on va passer ces outils qui vont vous lister le code qui tournera pas, tous les spécifiques qu'il faut revoir. Il y a même des outils qui vont vous dire ce code-là, vous ne l'avez jamais lancé, donc vous pouvez le virer. Ces données-là, vous n'avez jamais accédé, donc je ne sais pas pourquoi vous les gardez. Enfin, voilà, il y a vraiment un travail, une réflexion sur le code et les données. Donc après, effectivement, il faut que les gens ils se mettent à savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Et surtout, donc, ils vont utiliser par exemple Synavio pour travailler les process métiers. Donc SAP, là, vous allez faire des workshops avec SAP pour retravailler les process métiers en disant, bon, alors sur cette partie-là, voilà ce qui se fait, le standard c'est ça, est-ce qu'on se rapproche du standard? Et quitte après, si jamais il faut faire des évolutions, les faire à côté sur la partie PTP. Voilà. Donc l'objectif étant, donc c'est des gros projets. C'est pas, quand je change, pas comme ça.
Alors, le Build Trust, bah oui, parce que Power, il est number one sur la partie résilience, sur les CD, nativement, on est à 99. 6-9 maintenant. Depuis le Power Power 11. Sur Power 11. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, sur IBM Power, c'est du P10 qu'on utilise dans Rise. Il faut les installer. Le P11, il est certifié. sur le cloud. Sur le cloud, il est Que sur le cloud. Sur le cloud, c'est du P11 et sur on-prem, le P11, il est incessamment sous peu. C'est ça. Vous Donc, pouvez mais montrer la point slide encore. Mais il faut payer 2 fois chez SAP la même machine, le fait qu'elle vous appartienne ou qu'elle soit dans le cloud, c'est 2 tickets à payer différents. Ouais, bon. Et ça peut avoir une position forte sur le marché. Ah oui, oui. Donc, je crois qu'ils ont 60% du marché Les ERP, ouais. des ERP. Ah oui. C'est énorme. Donc voilà, donc il n'y a pas de problème technique puisque ça, on a déjà un tampon, mais l'atteinte n'est pas la bonne. Il commence à avoir des problèmes de boîte de monopole, parce que côté Europe, là, ils viennent se faire un peu tacler, là, ils commencent à se faire tirer les oreilles sur certaines, Ils ont La rançon du succès. Ils ont Ah, plié là. position dominante. ouais, sur certaines pratiques, sont un peu limites. Alors, le x14, là, c'est si vous êtes sur Power VM, donc Power VM, c'est la couche de virtualisation, hein, donc par rapport à nos amis, par exemple, d'Azure qui vont utiliser de l'Hyper-V ou AWS qui utilise du KVM, des choses comme ça, on a beaucoup moins d'incidents de CVE. Là, je crois qu'on a eu 14 depuis 2020 versus des centaines ou des milliers côté des autres technos de virtualisation. Sur la partie TCO, alors un truc que je n'ai pas dit, c'est que dans les contrats RISE, il y a 2 types de contrats, PTO, PCE. PCE, c'est Private Cloud Edition, c'est le nom. C'est un contrat très standard. C'est-à-dire, vous rentrez, vous avez un ECC, c'est assez simple, vous n'avez pas de demande très particulière. Vous rentrez dans un modèle standard, il y a des profils définis, c'est les mêmes pour tout le monde, et le prix est le même, quel que soit l'hyperscaler. C'est-à-dire que l'hyperscaler, pour le coup, le prix de l'hyperscaler n'a pas d'influence sur le prix final au client. Et PTO, donc pour Private Tailored, je ne sais plus. Option. Option. Ouais, Donc là, c'est toujours du RISE, mais comme vous avez des besoins spécifiques qui ne rentrent pas dans un truc très standard, là, il y a un chiffrage particulier, et là, pour le coup, le prix de l'hyperscaler est visible par le client final. C'est-à-dire que là, pour le coup, le client final, il va voir la différence entre ce qui se passe si on est chez IBM ou chez Azure ou chez AWS. Donc, pourquoi on est... Alors, là, le mort granular, et donc ils disent bien que c'est... Alors, c'est marqué avec PCE, mais c'est bizarre, c'est plutôt... ça se voit côté client avec un contrat de type PTO. C'est plus granulaire avec un PTO. Oui. Voilà, ok, pardon. Oui, pardon. C'est que, donc je vais vous les montrer après, mais la granularité des profils, parce qu'en fait, l'hyperscaler, il se cale à SAP, et SAP, lui, il a défini des profils. Et donc, à un moment donné, il y a un mode de calcul pour la taille des environnements qui est les FUE, je ne sais pas si ça vous parle, Full User Equivalent. Donc, il dépend du nombre et du type d'utilisateur. Et donc, ils font une moulinette, ils calculent, et ils vous disent, tant des FUE, c'est tel type d'infra. Donc, vous avez une dev, une QA, une prod, et donc, c'est une base ANA de temps avec une application au serveur, ou 3 applications au serveur, et une base de telle taille. Et ces profils, en fonction de l'hyperscaler, ce ne sont pas tout à fait les mêmes, en fait. Ils ont des profils. Mais donc chez les hyperscalers de type AWS, Azure et GCP, jusqu'à 6 Tera,
c'est assez semblable. Par contre, au-delà de Cythera, dans les autres hyperscalers, vous avez des gaps assez importants. C'est-à-dire que vous êtes à 8, vous voulez 9, en fait, il vous faut 12. Et au prix de la mémoire, du coup, les infras, ce n'est pas les mêmes. Et là, vous voyez la différence, en fait. Alors, nous, on a une granularité où on est à 1 Tera. Donc, on a des slots de 1 Tera. Donc, voilà. Alors, la protection de l'investissement, ça, c'est pour la partie sales. Si vous êtes sur Power, vous avez du Power qui tourne déjà du SAP, qui n'est pas trop vieux quand même. On est capable de vous racheter vos machines, c'est-à-dire qu'on va vous laisser les machines le temps des projets, donc s'il y a de la double. Et après, à la fin du projet, quand vous n'avez plus besoin de vos machines, si vous n'avez plus besoin, en fait, on va dire, on est capable de les racheter. De la même façon, il y a un outil, il y a une offre qui s'appelle Transformation Suite. Donc ça, c'était tous les outils dont on parlait là, pour faire l'assessment et pour aider à la migration. Il y a une offre qui est proposée par IBM. Après, si vous travaillez avec des gros intégrateurs, en général, ils ont déjà leurs outils. Donc, ils ne vont pas l'utiliser. Et puis, il y a une partie funding pour aider à la migration. Donc, en fait, SAP va en général aussi funder un petit peu la migration. SAP, ils veulent que vous migriez dans le cloud. Donc, et vraiment, et les sales SAP ne sont plus payés sur des licences on-prem. Donc, donc, eux, si vous les appelez pour avoir une licence S4 on-premise, bon, ils n'ont pas le choix, ils vont le faire, mais clairement, les commerciaux, ça ne les intéresse pas. Et donc, comme ils sont payés que sur du Rise, ils vont pousser, hein, ils vont essayer de vous convaincre. Et donc, du coup, SAP va fournir un certain nombre de funding pour aider sur les licences et tout ça, et il demande aux hyperscalers aussi de faire un effort pour aider le client à migrer. Et donc, ce funding, en fonction des hyperscalers, il n'est pas utilisé de la même façon, il ne le distribue pas de la même façon, on va dire. Mais en général, ça sert à payer un intégrateur pour faire la partie migration. Donc pour le move, pour l'assessment, au départ, je vais vous montrer, j'ai un slide qui précise. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu plus le détail. Donc on voit que la partie assessment, c'est la partie, en général, avant la signature. C'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas encore complètement décidé ce que vous allez faire. Vous savez que vous devez migrer vers S4. Par contre, vous ne savez pas forcément si vous restez on-prem ou si vous partez dans le RISE. Donc, cette partie-là, vous pouvez quand même faire cet assessment. Et donc, pour ça, IBM va vous aider via l'outil de transformation suite, là, ou même, sur la base de funding, peut commencer déjà à aider pour payer votre intégrateur ou le BP avec qui vous travaillez pour cette partie assess. Bon, et après, c'est ce que je vous disais, ça c'est le buyback pour acheter les machines. Les fonds qui peuvent être donnés aux intégrateurs, alors, ou aux resellers, mais les resellers, je ne vois pas trop, pour moi, il n'y a que les intégrateurs. Et ensuite, il y a une partie Crédit Cloud qui peut être donnée aussi pour tourner tout ce qui ne rentre pas dans RISE. C'est-à-dire que si vous avez des applis que vous voulez voir proches, parce que vous avez des problèmes de latence, des trucs comme ça, ou parce que vous avez décidé que, quitte à bouger, autant bouger aussi une grande partie de l'infra, à ce moment-là, on a un certain nombre de crédits cloud qui peuvent être aussi affectés pour commencer à payer et à réduire les coûts. Donc, le transformation de suite, donc c'est ça. Hein. Donc, en fait, c'est un outil qui s'appelle Canon. Donc, sur la partie assessment, vous avez un outil qui est Canon Assessment, je crois. Je ne dis pas de bêtises.
C'est des outils fournis par SNP, qui est une boîte qui fait que ça, de l'analyse de données. Ils sont experts dans le domaine. Et il y a un crédit de service, justement, pour aider à installer le produit et le faire tourner sur les environnements, et surtout à sortir un rapport, le fameux rapport dont parlait Florence, pardon, et pour pouvoir interpréter ce rapport. Donc ça, c'est le début du travail, en fait. Et à partir de là, en général, on va décider, on va commencer à voir si on part vers, on redéfinit tous les process, si on fait un minima ou pas. Donc, voilà. Et ensuite, il y a encore une autre série d'outils. Alors là, pour le coup, c'est que des outils. Les services sont faits par l'intégrateur, là, pour le coup, parce que là, on est vraiment dans la migration vers S4, en fait, où on va effectivement commencer à préparer les données, définir quel code on va changer, vraiment retravailler sur les process, et ensuite faire donc le code d'analyse pour faire les modifications, et puis travailler sur la partie automation. Donc ils ont un certain nombre d'outils aussi qui permettent d'automatiser les transformations, les modifs, et surtout de les tester assez rapidement. Donc ça permet d'essayer de réduire le temps de migration quand vous avez... Alors après, il y a SAP qui fournit aussi des outils assez standards. Et après, je ne sais pas ce que vous utilisez. On fait tourner la TC déjà. Oui, ça c'est le truc de base. Ouais. Et après, on a du Signavio pour la partie métier. Ouais. Et puis les outils, je m'arrête au lycée. Donc... bon, voilà. Après, ça dépend de la taille des projets, du machin. Bon, on peut faire tout. Ouais. Alors, pourquoi IBM Cloud, Cyril? C'est la meilleure plateforme. Parce que. On est court en temps, donc parce que. Pourquoi? Parce qu'il y a, je sais pas, 200, 300 services. Voilà, plus de 250 services. Donc ça, alors pourquoi IBM Cloud? Donc, en partie pourquoi Rise, et pourquoi aussi ce qu'on appelle le surround, les workloads, c'est-à-dire les workloads qui sont placés à côté. Hein. Donc il y a effectivement pas mal de services, il y a des notions de Cloud Pak qui regroupent un certain nombre d'applications par domaine. Des Cloud Pak for Data, for AI. Et parce que vous avez toutes les certifs Enterprise, ISO, DORA, et que vous êtes sur une plateforme extrêmement sécurisée, en fait. Donc ça, c'est les environnements. Alors sur le VMware, je l'ai laissé, mais j'avoue que je doute, parce que je prie comprendre que vous ne vendiez plus de VMware. Je ne sais pas si vous continuez sur SAP. C'est parce qu'avec la dernière annonce, là... Donc il y a la partie Power VS. Alors, en plus, l'avantage du Power, là, c'est qu'il est en retrait par rapport... il n'est pas attaquable de l'extérieur, en fait. Donc il est en retrait par rapport au reste du cloud IBM. Donc il faut arriver par la partie VPC pour arriver à attaquer. Il y a un certain nombre de firewalls donc il est plus difficilement attaquable que des parties qui seront plus facilement exposées. Donc la partie VPC, qui est la partie traditionnelle, hein, sur laquelle vous proposez aussi des SAP virtualisés. Les solutions VMware, mais là je doute. Sur les clients existants, c'est encore possible, mais sur les nouveaux clients, il n'y a pas de nouveaux clients. Il n'y a plus de sur VMware. Et puis la partie bare metal, si jamais il y avait des besoins très spécifiques qui ne tourneraient pas sur le Power. La partie sécurité. Ah oui. Ah bah oui. Ah oui, il faut y réussir à mettre la main. j'ai oublié de préciser un truc quand même dans Rise, c'est qu'effectivement,
Rise, donc, outre le fait que vous avez les services managés, vous passez en mode souscription. C'est-à-dire que la licence, elle est lissée sur votre contrat, 7 ans par exemple, et elle vient avec les services managés, l'infrastructure, enfin, vous avez un prix unique pour l'ensemble du truc. Effectivement, tout ce qui n'est pas dans Rise qui serait à côté, là, vous êtes sur des licences classiques, on va dire. C'est-à-dire que c'est perpétuel. Et ces licences perpétuelles vont être mises sur du Power. Et bien sûr. On-premise. Ou on-premise, exactement. Donc la partie sécurité, donc côté IBM Cloud, ils ont établi une stratégie là, en 13 layers là, sur toute la partie sécurité autour des SAP en général. En plus, des couches sur la partie gouvernance, sur la partie encryption, sens large, et sur la disponibilité des environnements. Bon, c'est comme tous les hyperscalers, il y a 3 zones par région. En Europe, pour la partie SAP et pour la partie Power en général, il n'y a que 2 data centers, c'est Francfort et Madrid. Donc, le DR, il se fait entre Francfort et Madrid. Et sinon, après, il y a 3 zones dans chacune des régions. À savoir que, si jamais vous vouliez déployer un SAP en France, sur Power, ben c'est à la demande, en fait. Il faut que le contrat soit suffisamment important, je suppose, mais on ne s'interdit pas de déployer des nouveaux Power dans d'autres data centers que. On n'aura pas 3 AZ. Ah, peut-être pas au début, oui. Et j'ai une question par rapport aux avantages de l'IBM Cloud. Est-ce que les autres hyperscalers qui offrent Rise, ils l'offrent aussi sur Power, Non. Alors ça, c'est l'autre. C'est l'unique. Alors, j'ai une question subsidiaire. Et j'ai vu qu'il y avait toujours des AS dans S4. À un moment, dans les AS sur Power, le nombre de SAPs par corps était beaucoup plus élevé qu'en Intel. Est-ce que c'est toujours le cas et est-ce que ça a un avantage pour certains process dans S4? Alors, c'est toujours le cas. Et ça, c'est un des architectes de SAP, parce que sur les projets Rise, on travaille avec des architectes SAP chaque fois. Et c'est lui qui nous a dit, donc je prends, c'est l'avantage que vous avez. Et que bon, c'est compliqué parce que c'est difficile à prouver en fait. Mais donc lui, il m'a dit, pour un profil donné, pour un besoin donné, vous donnez un peu plus de mémoire pour des profils, donc vous êtes mieux taillé par rapport aux besoins, on va dire, et vous êtes plus puissant. Vous embarquez plus de puissance, aussi bien côté base de données ANA que côté application serveur. Alors après, ça, c'est difficile à vendre. Mais, sachant que dans le référence architecture, ça se verra sur qu'il envisage même de reprendre la référence architecture pour limiter le nombre d'AS nécessaires en fonction des tailles de base. Donc, pour l'instant, ce n'était pas fait parce qu'on était pressé de mettre ça en route, mais ils sont en train de réévaluer ça pour dire en fonction des nombres de bases, si l'AS est sur Power, je peux réduire le nombre d'AS versus les AS sur Intel, sur les 86. Et ça se traduit par ça sera dans le cas de PTO, pas PCE parce que c'est one price fit all le PCE, mais dès qu'on est en PTO et qu'on a vraiment de la flexibilité pour mettre en avant tous les avantages de Power, et ben la granularité fait que ça va baisser le prix, le nombre d'AS fait que ça va baisser le prix, et cette partie-là. Et l'autre côté qu'on ne va pas positionner, mais qu'on peut parler au client, effectivement, la résilience. Le client va dire, ça m'est égal, c'est SAP qui prend en charge la résilience. Dans un cas, effectivement, c'est le truc tombe et éventuellement, vous avez un recours auprès de SAP. Sur le cas d'IBM, le truc, enfin, sur Power et IBM Cloud, le truc ne tombe pas de base. Donc, vous avez moins recours à SAP derrière, mais au minimum, vous n'avez pas planté votre environnement. Parce que j'avais le souvenir, quand le CC6, il y avait des AS, alors je ne sais plus pour quel modèle, je ne sais pas si c'est BW, où le nombre de SAPs sur Core Power était 2 fois supérieur au nombre de SAPs. C'est toujours le cas. Et ça avait une influence sur des durées de travaux, mais alors je ne sais pas si c'est travaux. Oui, certains batchs. Batch n'est pas en distribué, si on est distribué. Mais c'était pour des batchs. Je ne sais pas si ces batchs existent toujours dans S4.
Alors non, parce que sur S4, en fait, ils ont découpé les batchs et ça tourne au fil de l'eau. Il n'y a plus des voilà. gros batchs qui tournent 2 heures. Cet avantage, ouais. d'accord. Voilà, c'était ça ma question. C'est beaucoup mieux threadé. Ça fait partie des choses qui reprochaient aux anciens systèmes. C'est du batch. c'est du- D'accord, donc du coup, ça découle sur un avantage économique où on a besoin de Économique, moins. ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de différenciateur. Ouais. Parce que c'est toujours SAP qui dit. C'est eux qui définissent le blueprint, c'est eux. Voilà. Donc, eux, ils donnent un profil. Et du coup, ce profil, il faut un mapping. Et le mapping, c'est le même pour tout le monde. Bon. Il y avait aussi l'avantage de faire tourner plusieurs paysages sur une même machine, accepté avec la Power, qui n'était pas accepté avec l'Intel. Alors oui, sur Power, on peut, sur Ariane, on peut faire tourner 16 prod en parallèle. Avec le CC, avec UBMI, je fais tourner sur deux machines, sur iOS, sur les casques, sur tous les paysages qui sont sur la même machine, parce qu'effectivement, ça peut accepter ce. Exactement. Et ça, c'est toujours conservé. C'est toujours vrai. Ça, c'est toujours vrai. Et donc ça, c'est le avantage parce que faut savoir qu'en plus, depuis, Anna a travaillé un petit peu sur les paramètres pour la partie dynamique. Et donc, on peut faire du dynamique quelque part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez rajouter de la mémoire et ça sera pris en compte par Anna. C'est dynamique, vous n'avez pas besoin d'arrêter, relancer, quoi que ce soit. À condition d'avoir installé, je suis confronté à ça, à condition d'avoir installé le bon niveau du Linux. Il y a des quelques prérequis. Et de la même façon, parce que j'ai vu des slides qui parlent de partie Optane. Je croyais que c'était abandonné Optane. Hein. Moi, c'est parfait. C'est plus support. Ça dépend. Sur le CC, oui. Si tu es ECC en Anna, mais si S4, c'est pas sûr. S4. Ah, S4, mais Les anciennes pour versions. moi, l'Optane, c'était abandonné par Le hardware lui-même. Oui, mais si tu en as déjà de Ah oui, si tu l'as installé avec une ancienne version de CC sur ANA, ça tourne et c'est supporté. Parce que La version est toujours supportée. sur la partie Power, vous avez le Virtual PMM qui vous permet de virtualiser toutes les tables qui sont en mode colonne. Enfin, de virtualiser, je le dis une bêtise. Donc, quand vous démarrez une base ANA, vous allez démarrer d'abord, vous allez monter en mémoire d'abord les tables en mode RAW, qui sont plutôt les tables système, on va dire. Et puis après, vous allez monter toutes vos tables qui sont en mode colonne. Donc, avec le Virtual PMM, vous allez faire deux zones mémoire. Donc, une qui va monter les tables en mode RAW et une qui va monter les tables en mode colonne. Et quand vous arrêtez, y compris l'OS, donc le seul truc qu'il ne faut pas arrêter, c'est la machine. Mais si vous arrêtez un OS parce que vous faites une maintenance ou quoi que ce soit, les tables en mode colonne, elles sont persistées en mémoire. Ce qui fait que quand vous avez une base qui fait 6 Tera ou 9 Tera, il faut 1 heure pour la redémarrer, pour qu'elle soit opérationnelle. Là, vous la redémarrez, le temps de démarrer juste de monter en mémoire les tables à mode RAW. Donc, ça vous prend 10 minutes. Donc, vous êtes capable de faire une maintenance assez rapide versus j'arrête, je redémarre et le temps que j'ai redémarré l'ensemble des trucs, ça me prend 1 heure et donc je suis obligé de prendre un slot de 2 heures. Oui. Red Hat, c'est ça? Oui. Effectivement, Donc, si vous vous étiez la dans la maintenance. machine avec un plus d'électricité, la mémoire vive, elle vive pas. En fait, le Linux est capable de regarder les pointeurs sur ta Voilà. mémoire. Et en fait, quand tu redémarres, il relance les pointeurs sur les données. Donc, ça ne pas recharger. Ouais. Système mémoire. Mémoire persistante Tu mets à à jour travers leur boot. ton OS, tu vois, tu corriges. Et vous le faites sur votre mémoire classique, parce que les Optane, moi j'avais travaillé ça. Oui, mais c'est une carte à part. C'est une carte à part sur les Optane. C'est un slot PC, un slot mémoire sur deux. Le placement spécifique, il fallait beaucoup plus de mémoire que le besoin. L'avantage du Power, parce que Power, la mémoire est chiffrée maintenant. Et j'avais interrogé Alain Cyr parce que je ne voyais pas bien dans quel use case ça marchait. Il m'a dit, mais non, parce que tu comprends, si jamais on change la mémoire ou que la mémoire, enfin, on la démonte et qu'elle va à la poubelle, comme c'est persistant, si c'est chiffré, personne ne pourra la décrypter. Non.
Non. Ça, c'est Alain Cyr, il a C'est ce jamais. que- Pas comme des disques sur lesquels c'est permanent. D'avoir enfin trouvé un use case à ce chiffre. Non, mais, J'y vais en même temps, c'est si tu accèdes. mais là, sur le cloud, effectivement, on-prem, encore, il y a des départements et autres, mais sur le cloud, effectivement, les machines, on peut très bien avoir des machines qui sont partagées entre plusieurs sociétés. Après, il y a effectivement tous les principes d'usage d'IBM Cloud qui fait que tu n'as pas le droit. Il y a tous les principes de segmentation de AL4 et autres qui fait qu'on ne peut pas le faire. Mais au-delà de ça, effectivement, on arrive un cran en dessous pour effectivement, quand il y a des virus dans lesquels je peux faire des caches, genre Spectre et ce qui était passé. Donc là, même si j'arrive à accéder malgré tout ça à la mémoire d'à côté, à ce moment-là, elle est chiffrée. Donc, c'est quand on a fait toute la partie sécurisation par les process IBM Cloud, quand on a fait toute la partie sécurisation d'IBM qui est qualifiée EAL4 et qu'on arrive vraiment sur des choses qui sont vraiment en bas, à bas niveau, et que j'arrive à accéder par l'hyperviseur, une faille de l'hyperviseur, qu'on a dit qu'il n'y en avait pas, plus de la mémoire, à ce moment-là, la mémoire est chiffrée. Tu me passes un coup de fil, là. Mais voilà. Mais après, pour obtenir des 90, des 6 x 9 sur la résilience, des 6 x 9 sur l'étanchéité des trucs, on est obligé d'inventer des choses comme ça. Enfin, pas les inventer, enfin de les créer, de les positionner pour être capable de justifier le fait qu'en termes de 2AL, on n'a pas fait le 5 parce que pareil, c'est comme chez SAP, ça coûte un bras de faire EAL5, mais on serait capable d'arriver à des niveaux de sécurisation de l'environnement encore plus importants. On-prem, ces éléments-là ne sont pas vraiment utiles. Ou alors, si vous avez des soucis on-prem, mais ça peut être quelqu'un qui est rentré sur votre machine par un malware et autres, sur Power, il n'y en a quand même pas des masses. Même si on imagine ça, même si on imagine un administrateur véreux avant de s'en aller, eh ben, on est capable de Ça, c'est un protéger. gros avantage de Absolument. Bon, les cloud packs, je vais accélérer parce que c'est les cloud packs. Donc, on a vite parlé tout à l'heure. Donc, ça, c'est les principaux cloud packs. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le principe, mais ils ont regroupé plusieurs applications sur un thème donné. Alors, je ne sais pas s'il y a du service avec ou pas, mais donc la partie data, donc on a vu que SAP mettait une emphase aussi sur la partie data. Donc ça, c'est la partie BDC là, que vous voyez au milieu. Ils proposent leurs outils, mais on n'est pas obligé d'utiliser leurs outils. Vous pouvez avoir vos outils, travailler avec des outils d'IBM, d'autres, ainsi de suite. Donc pareil pour la partie intégration. Donc ça, c'est les API Connect, c'est la gestion des API, c'est tout ce qui est transformation. Pareil, il n'est pas tout seul, il intégration travaille avec des des tas d'applis, donc. La partie business automation, là-dedans, on va avoir du Instana, du Turbonomic, donc c'est monitoring des environnements, gestion à temps réel par rapport à ce qui se passe. Enfin, il y a un certain nombre de choses là-dedans. Plus les un petit peu Terraform, tout ça, je suppose qu'ils sont là-dedans. Là, c'est au niveau business, donc c'est toute la partie logique métier sur cette partie-là. Et après, effectivement, tout ce qui est automation et autres, ça va être dans Watson et IOPS, où on a effectivement la partie surveillance et intelligence avec les opérations. Ouais. Okay. Donc, c'est toute la partie business métier, automation business. Ok, donc ça, c'est les certifs là, dont Cyril nous parlait tout à l'heure. Donc, il y a les locales et les globales. Il y en a plein. Donc, bon, le Power VS, alors on va vite. Hein, donc, les Power VS, aujourd'hui, on est capable de tourner sur une seule instance une prod à 32 Tera, 40 Tera en BW. Donc, ça, c'est les grosses. Mais surtout, on est capable de tourner plusieurs prods sur une seule machine. Chose que je ne peux pas faire depuis. Et depuis 2025, donc, on est éligible pour faire du RAID. Je passe vite. Donc, la sécurité, on a vu. Donc,
bon, liées aux hyperviseurs, liées à la sécurité de la machine. À droite, c'est toute la partie plutôt PowerVS, donc c'est la partie IBM Cloud. Vous avez des systèmes de patching a priori plus ou moins automatiques, enfin, pour réduire les downtime. Sur la partie résilience, on a la machine à 6 sur le P11 avec tout le tatouage. Les SLA fournis par Rise, c'est 99.7. Ça, c'est le standard. Donc, il n'y a pas de haute disponibilité, en fait, c'est 97.7 et 99.9 avec la haute disponibilité. Ouais. Donc, nous, on arrive avec une machine qui fait déjà je crois qu'elle est sur la partie PowerVS, elle est à 99, 95. 15, c'est ça, Monosite. monosite. Ouais, c'est ça. Deux sites, 99, 99. Bon, voilà. Et donc c'est quand même important parce que bien qu'une machine ne tombe pas, parce que même si vous avez tous les systèmes qui permettent de faire des reprises et tout ça, c'est quand même des perturbations sur la prod. De la même part, donc la performance, on est toujours 2 fois plus rapide qu'un tel, hein, donc ça c'est toujours là. On a aussi une grosse différence sur la partie throughput mémoire, où on est, je pense, 3 fois plus rapide qu'un tel, si je ne dis pas de bêtises. On a des coprocesseurs dédiés pour faire de la crypto, pour faire de l'inférence, donc qui vont parler de la même façon aider. Et on a toute la partie scalabilité qui nous permet effectivement de démarrer avec une petite instance avec minimum qui est 228 gigas de mémoire à 32 Tera. Et on a toute la partie, donc aujourd'hui, on commence à tourner toute la partie IA, les OpenShift qui nous permettent d'avoir cette partie d'organisation et d'ajout d'outils de type IA sur la plateforme Power. Donc ça, c'était pour formaliser les temps d'indisponibilité. Donc aujourd'hui, on voit bien que le Power, il est juste après le système Z. Hein, et après, il y a Lenovo, hein, parce que ça devait être des machines IBM avant. Ah voilà, il y a peut-être encore un petit peu des choses qu'on mettait dedans. Oui, c'est quand même 2 fois plus. Et sur cette partie-là, c'est quand même 0,4 c'est 2 fois plus. mais Ouais. Alors c'est 0,8, mais c'est 2 fois plus, tu as raison. Donc ça, c'est ce dont on parlait là sur les profils. Alors, voilà. Donc là, c'est les types de profils qu'il y a, donc, qui sont fournis par SAP en fait. Hein. Donc on nous dit voilà, tel nombre de FUE, ça correspond à tel profil d'instance et donc c'est telle machine. Donc voilà. Et nous, donc on a des granularités. Donc ce n'est pas de 2, hein, pas de d'ailleurs 2 Tera. Alors que de l'autre côté, ils ont des pas plutôt de 4, voire plus. Quoi. Plus ça monte. 16, hein. Et puis, passer, pour moi, sur AWS, 9 Tera, on était en virtuel. Dès qu'on dépassait les 12, là, je pense qu'on n'était plus. Sur AWS, moi, j'ai eu une expérience où on était à 9 Tera. Par contre, la machine a été saturée. Pas en mémoire, en CPU. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution. On n'a pas de machine plus puissante. C'était 448 CPU, Oui, parce que la mémoire ne fait pas tout. Tu as aussi les AI, enfin, tu as des mémoires qui doivent traîner, tu as la partie, c'est pas le seul critère. Exactement. Et là tu es coincé, tu ne peux rien faire. Enfin, c'est l'enfer. Et donc, c'est une partie sur Power où, alors même si vous êtes sur un projet Rise, alors du coup, vous pouvez passer en PTO là, et dire, bon, mais moi j'ai besoin de plus de CPU. Je n'ai pas besoin de plus de mémoire, mais j'ai besoin de plus de CPU. Et c'est dynamique et on sait faire. Voilà, ça c'est les data centers. SAP est plus voir IBM, dans ce sens-là,
Effectivement, ils ont beaucoup de clients. Enfin, non, alors, sur les 400 000 clients qu'ils ont, ils en ont passé un RISE, pas la majorité, mais ils ont du chemin et ils accélèrent. Par contre, tous ceux qu'ils ont passés, c'est les petits. Donc, tous les grands clients qui sont soit critiques, soit ils ont des tailles mémoire gigantesques, pour l'instant, ils ne savent pas faire. Donc, c'est pour ces clients que, effectivement, l'accord a été signé pour adresser les clients qui ont effectivement des problèmes simplement de criticité et également de taille mémoire gigantesque, parce que les 32 Tera sur Azure et autres, dans la vraie vie, c'est vraiment compliqué dans la vraie vie. Alors, sur Power, on a démontré qu'on savait faire depuis toujours. Sur AWS, donc je travaille pour un client, donc je bosse avec SAP. Et donc au départ, sur la fameuse base là, à 9 Tera, où on était un peu sensible au niveau de la CPU, au départ, on avait tous le ratio, 65% de CPU. Assez vite, SAP est revenu en disant 60, après c'était 50. Okay. Et après c'était, il ne faut pas dépasser 50, sinon le throughput se dégrade. Après, elle ne s'arrête pas la machine, hein, mais ça se dégrade. Elles sont plus là. Donc ça se voit, quoi. Donc ça, c'est pour la partie donc c'est tout ce qui peut, tout ce qui va améliorer ce que vous avez dans le RISE central. Là. Donc c'est tout ce que vous pouvez faire à côté. Merci, partenaire, on a rendez-vous. Ça marche, pas de problème. Donc voilà, c'est tous les services en mode SaaS fournis par SAP, plus tout ce que vous pouvez développer à côté sur la partie BTP, IBM Cloud. Donc l'objectif, c'est la partie RISE, quelque part, ne plus la toucher. C'est le corps, c'est pas trop. Peu d'évolution, les évolutions, elles sont autour. C'est vraiment le message, en fait. Touchez pas le produit qui est standard, qui est un ERP, qui fait bien ce qu'il fait. Ça, on le fait évoluer, mais gentiment. Par contre, si vous voulez accéder à des nouvelles fonctions, faire des choses assez rapides, vous avez des métiers qui vous demandent des trucs, faites pas des modifs dans le système core, faites-les autour. Bâtissez des trucs autour. Ça existe, vous l'enlevez, ça n'existe plus, vous n'avez plus besoin, vous le virez, mais c'est pas, ne touchez plus le système core. Voilà. Voilà. Et après, ça donne ça, en fait. Donc, vous êtes là-bas, vous avez les autres fournisseurs de cloud, vous avez donc là IBM Cloud, vous avez le fameux BTP, là, qui est donc, du cloud public, et ici, c'est tous les services en mode SaaS, SAP, donc Hybrid, SuccessFactors et tout ça. Voilà. Et donc, le maître mot, c'est que je travaille avec les API. Je passe par de data pour mettre à disposition de la donnée, de mes API dont j'ai besoin. Et tu disais qu'au niveau licence, le client, quel que soit le cloud qu'il prend, c'est le même prix? Quand tu es en PCE, donc PCE, c'est le modèle très standard. Le prix qui est donné par SAP, il est unique, quel que soit l'hyperscaler. C'est le même prix. Mais bon, ça c'est... Même si derrière, au côté hyperscaler, c'est pas pareil, mais pour le client, c'est le même prix. Quand tu es en PTO, comme là, tu fais des trucs un peu plus... avec des options, des trucs un peu plus différents, tu ne calcules plus de la même façon. Et du coup, là, le client voit le prix de l'hyperscaler. Ah, okay. Alors que de l'autre côté, il ne sait pas. SAP le sait, nous on sait, le client ne sait pas. Je ne sais pas. Donc là, le client peut aller à l'hyperscaler moins cher. Avec du PTO. Oui. Ouais. Avec PCE, nous, notre truc qu'on dit, c'est pour le même prix, vous tournez sur du Power. Quoi. Mais bon, ouais. Il n'y a pas de notion. Voilà. C'est fini. Merci. Merci. Juste